BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Le numéro 1 a parlé. Le président a été clair sur des questions assez précises. On va parler de l'option diplomatique avait été levée. La mobilisation générale avait été appelée. Il fallait taire les divergences politiques puisque pour le président, ça ne servait absolument à rien. Et le chef de l'État a dit que le Congo était la réponse à toutes ces questions. Donc, une question d'organisation à l'interne. Mais comment ça va se passer dans la pratique? Les jeunes ont été appelés à s'enrôler afin de gonfler les rangs de notre armée pour dissuader les potentiels ennemis. L'enrôlement au sein de l'armée. Et puis après le discours du président de la République, deux voix se sont finalement levées. Il y en a d'autres qui ont dit que le discours était creux et vide, alors que d'autres ont trouvé ces discours pleins de sens. Mais qu'est-ce que nous comprenons finalement dans cette question? Est-ce que l'intellectuel congolais se posait des questions? Est-ce que l'intellectuel congolais s'est mis à réfléchir sur cette question? Bien, mesdames et messieurs, je reçois l'un d'entre eux. Lui, ce monsieur Freddy Moulumba, ancien directeur de la RTNC, plusieurs fois appelé à débattre sur de grandes questions. Je crois que, comme je l'ai dit la fois passée, il aura le mérite d'avoir rassemblé en son temps presque tous les intellectuels de tous les bords, des pétroliers, des juristes, des médecins, sur une seule question, la balkanisation et l'amour du pays. Monsieur Freddy Moulumba, comment allez-vous? Très bien, cher ami. Alors, Monsieur Freddy Moulumba, commençons directement par là, parce qu'avec vous, je ne veux même pas perdre une seule minute, puisque après, avant la fin de l'émission, on regrette que le temps est passé vite. La question du discours du président, d'abord sur les questions de la forme, était-il important que le président parle en ce moment-là? Il y en a d'autres qui disent, le discours du président a dit ce qu'on savait déjà. Vous, avec une oreille scientifique, comment avez-vous entendu, suivi, analysé le discours du président de la République? Oui, je pense que la première chose à savoir, c'est celle-ci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est la personne la mieux informée de la situation du Congo. Il reçoit les informations de toutes parts. Il y a aussi les services de renseignement qui lui donnent des informations. Donc, s'il est parvenu à faire ce discours, c'est pour que notre élite comprenne ce qui est dramatique. Notre élite n'a pas le sens de l'histoire. Je pense que je pourrais l'expliquer tout au long de notre émission. Le président a constaté un échec. Il a parlé partout. Il a fait le tour
du monde. Il pensait qu'on allait l'écouter et qu'on allait donner raison. Comment le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui qui est censé sécuriser, censé de mettre la paix, reconnaît son impuissance en disant « nous ne sommes pas capables d'affronter M23 ». On lui pose la question de savoir est-ce que c'est le Rwanda. Il ne veut pas reconnaître le Rwanda. Il n'a même pas cité le Rwanda. Donc il y a des enjeux importants. Donc il est temps que les Congolais cessent le comportement des enfants. C'est tous les élites politiques intellectuelles. Donc Guterres reconnaît qu'on est incompétent. Donc l'ONU est impuissante face à M23 qui est armée comme une armée professionnelle, une armée d'un État. Donc pour dire que le Rwanda qui fait la guerre, ce n'était pas le Rwanda, derrière il y a le multinational. C'est ça la lecture que le président a fait. Mais face à ces situations, il allait faire comment? Se laisser dominer, laisser le Congo être recolonisé ou bien prendre ses responsabilités. Alors, le discours du président, il a pris ses responsabilités en tant que garant de la nation et de l'intégrité territoriale. Face à toutes les informations qu'il a eues, et la duplicité et la complicité des multinationales congolais, africains, pardon, occidentales, et beaucoup de pays africains qui sont complices sont tués. alors Il a dit ceci. Il a pris cette décision devant le peuple. Il a dit, il a été élu par le peuple. C'est le peuple qui est capable de défendre le pays. Il a dit au peuple, prenez-vous en charge. C'est le discours du président. Alors, ça fait 25 ans qu'on entend ce discours de prenez-vous en charge, et puis à la fin, personne ne s'est pas en charge sur la question. Je voudrais savoir, puisque les gens disent aussi la même chose, le président vient d'un parti qui a fait 37 ans dans la lutte. Et le débat avec le Rwanda, ça va faire 25 ans de ces 25 ans. Est-ce que le président n'avait-il pas des idées, déjà avant d'arriver au pouvoir, que le Rwanda, ce n'est pas des gens avec qui il faut traiter, et que le Kagame n'était pas quelqu'un avec qui il fallait traiter? Est-ce que le président de la République n'avait pas pris la mesure de la situation avant de faire le tour du monde? Parce que les gens se posent des questions, il allait chercher quoi à l'étranger qu'il n'a pas aujourd'hui? Non, je pense que je viens de vous dire, c'est la personne la mieux informée. Oui. La plupart de nos élites intellectuelles comme politiques ne s'informent pas. Un homme politique qui fait la véritable politique, c'est d'abord lire l'histoire du pays. Je voudrais faire le rappel historique, parce qu'on pense que le président a commis une erreur le 2 août 1998. Voilà l'importance de l'histoire. Moussé Kabila a parlé à tout le monde en disant c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous ont agressés. Personne ne l'a écouté. Toutes les radios occidentales, tous les hommes politiques occidentaux, non, c'est une rébellion interne. Il a fallu aller à Lusaka, lors des accords de Lusaka, des négociations de Lusaka. Parce qu'on a senti que le peuple était debout, il était impossible de s'imposer. Que faire? Il faut négocier. Donc si Mouzé a négocié à Lusaka, c'est parce que le peuple, à Kinshasa, les gens se rappellent, le peuple était dans la rue, le peuple a défendu le Congo. Et les rebelles ont fui. Et ce n'est pas par hasard. Je me rappelle, j'étais au potentiel. Herman Cohen, il est passé. Donc, quand James Kabareb, avec tous les bandits, ont fait leur cours vers les Bas-Congo, quand ils ont pris Bas-Congo, Herman Cohen est passé en Angola. Dès qu'il a vu les Angolais, il a fait déclaration sur RFI. Cette histoire, c'est un échec. Parce que l'Angola va entrer en guerre. Il était parti pour convaincre l'Angola de ne pas entrer en guerre. Donc si l'Angola avait refusé, le pays serait déjà balkanisé. L'Angola est entré, rapport de force, ça a changé. Donc si je prends ça, c'est pour que je comprenne, pour que les gens comprennent le sens du discours du président. Pourquoi le président a fait ce discours? Nous nous retrouvons dans les mêmes conditions que le 2 août 1998, quand le peuple congolais s'est pris en charge.
Voilà pourquoi le président a fait les discours Mais il constate... pour mettre le peuple devant ses Alors, responsabilités. est-ce que la diplomatie du président avait été réfléchie en amont? Puisque c'est ça que les gens disent. Vous parlez de la diplomatie. Le chef de l'État fait plusieurs voyages à l'étranger. Mais aucun des pays visités par le président de la République n'a pris position pour nous. Il a été plusieurs fois en Europe. Personne n'a pris la position du Congo. Il a été plusieurs fois en Amérique. Personne n'a pris la position du Congo. Même ici en Afrique, on a participé dans pratiquement toutes les organisations régionales. Mais personne ne prend notre position. On est mal informé. Alors, dites-nous. D'abord, en Afrique, vous avez suivi le discours du président de la SADC, et c'est à Kinshasa. Il a dit clairement, on ne peut plus encore accepter qu'on puisse piller le Congo. Et c'est la SADC qui a sauvé le Congo le 2 août, quand les Rwandais et les Ougandais ont fait leur raid sur le Congo, que Mugabe a décidé d'intervenir sans le consentement des grandes puissances. Ça, c'était avant. Le 2 août, Oui. le 2 août 1998, quand il y a eu la rébellion, Mugabe, je vais expliquer si l'importance de la SADC. Oui. Pour comprendre le discours du président de la SADC. Ça prouve que la SADC n'est pas d'accord, parce que la SADC a quand même un background. Ce qui s'est passé le 2 août 1998, quand on a été agressé par le Rwanda et l'Ouganda avec multinationale occidentale, et que la SADC, à travers Mugabe et Dos Santos, sont intervenus, et aussi la Namibie. On a sauvé le Congo. Donc, c'est pour qu'on comprenne dans quelles conditions se trouve le président. Il a fait le tour, le président des entrées en Amérique. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Je vous ai dit ici, peut-être c'est le premier chef d'État africain qui a fait un discours devant les lobbies juifs, qui est très puissant en Amérique. Je pense que tout le monde l'a vu à la télévision. Il n'y a pas de fait du hasard. Et je voudrais rappeler à certaines personnes qui ne lisent pas. Dernièrement, il y a un sénateur, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Je pense Mendenez, le nom m'échappe un peu. Il a écrit une lettre à Kagame. Dans cette lettre, il parle du Congo et du M23. Une question. Combien d'élites congolaises politiques ont lu ça? Combien de médias en ont parlé? Or, la politique étrangère américaine, dans son élaboration, il y a le Sénat qui joue beaucoup plus. Parce que le Sénat qui décide des budgets qu'on peut donner à l'armée. Mais un sénateur, ça ne lit pas la position de la... J'ai dit ceci. La position de l'Amérique. Non, il faut étudier très sérieusement comment la politique étrangère américaine fonctionne. Oui. Il y a 3 éléments, 3 institutions importantes qui définissent la diplomatie. Vous avez la commission des affaires étrangères du Sénat, dans l'élaboration. Vous avez le département d'État. Vous avez, pardon, les zones blanches, mais aussi la représentation des États-Unis aux Nations Unies. Tout ça, c'est ce qui fait un peu la diplomatie américaine. Mais si le Sénat n'arrive pas à faire passer les budgets de l'État ou bien du gouvernement, ou bien l'administration Biden, le gouvernement serait incapable de dépenser. Mais là, il s'agit d'un sénateur, il ne s'agit pas du président du Sénat, il ne s'agit pas du président de la commission. Je te parle du président de la commission. Le président de la commission. Et il a écrit à Blinken, avant que Blinken vienne à Kinshasa. Il lui a dit, il faut vite redéfinir nos relations avec le Rwanda. Et ils sont prêts à couper l'aide au Rwanda sur le plan militaire. Parce que dans le cadre de la coopération militaire, les Américains forment les militaires rwandais. Et ces militaires rwandais vont sous-traiter la place de l'Amérique au niveau des Nations Unies. C'est comme ça que vous avez des militaires rwandais qui sont en Centrafrique et aussi au Mozambique. Mais qui paye? Qui les forme? C'est l'Amérique. C'est ainsi que le président de la Commission a menacé. Parce que les Rwandais est contre les valeurs américaines. La liberté, la démocratie. Il a fait arrêter des gens. Parce qu'il faut lire cette lettre profondément. Mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Parce que, mais ça va faire plus de 10 ans, attendez, plus de 20 ans que Kagame est là, ou Kagame aux affaires. Je crois qu'avec avant quand il était déjà vice-président, combien d'actes de violation des droits de l'homme, combien de fois il a été élu de façon scandaleuse là-bas, mais l'Amérique n'a jamais pipé mot. Est-ce que c'est aujourd'hui que les rapports commencent à changer? Si oui, qu'est-ce que nous mettons dans la balance pour faire changer les rapports de force? Non, l'Amérique, parce qu'il faut comprendre.
En Amérique, pour que les choses changent, il faut faire le lobbying. Si vous ne parlez pas, qui va parler à votre place? Je pense qu'on a parlé la fois dernière, Kagame a des lobbies très puissants là-bas. Très puissants. C'est le lobby qui fait la campagne de Kagame. Maintenant, il y a fissure de ces blocs. Tout le monde n'est plus d'accord. Je te prends un petit fil du hasard. Quand on a voté, je pense que au Conseil de sécurité, il y a eu un débat sur la M23. La représentante, la noire américaine, je pense son nom m'échappe, celui qui est aux Nations Unies, était absente. Suzanne, pas Suzanne. Rice. Non, pas Condoleezza Rice. Non, c'est pas Condoleezza, c'était une noire américaine. Linda. Linda était absente. Même dernièrement, celui qui est venu attaquer Kagame, donc pour dire que M23 est soutenu par Kagame, ce n'est pas Linda. C'est une autre personne. Donc il faut comprendre comment les Américains fonctionnent. Oui, mais vous êtes en retard. Le Congo est toujours en retard. Le Congo n'est pas en retard. Oui, les intellectuels congolais sont en retard. J'ai dit que, effectivement, il faut dire, nous ne lisons pas. On ne lit pas. Ouais. Parce qu'on ne lit pas, on ne peut pas comprendre. On passe tout le temps à discuter, à faire des bêtises. Et parfois imaginer des choses qui n'existent pas. C'est parce que, je vous dis la fois dernière, notre classe politique est médiocre. Parce que quand quelqu'un fait la politique, le matin, quand il se réveille, première chose à faire, c'est l'information. Il doit avoir tous les journaux qui apparaissent en Amérique, en Chine et en Russie, pour comprendre comment le monde fonctionne. Parce que ça, le Congo, je vous dis la fois dernière, le Congo, c'est une création de la mondialisation capitaliste. Donc, quand le monde bouge, nous bougeons. Donc, nous devons être attentifs à ce qui se passe sur le plan international. Ce n'est pas le cas chez nous. Le débat est local. Le débat, non seulement qu'il est local, il est personnel. Personnel, individuel. La mobilisation, le chef de l'État parlait de la mobilisation dans son discours. Certains opposants ou même certains politiciens ne l'ont pas entendu comme ça. Vous avez par exemple le Matata Mpogno qui dit on veut bien, mais il faut qu'on libère les prisonniers, il faut qu'on arrête les poursuites. Alors vous vous dites, mais à quoi, où est le rapport avec tout ça? Vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a plus de normes. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État n'a pas droit à la parole. Même dans nos villages. Il suffit dans nos villages, si tu as volé une poule ou bien un coq, ça te colle à vie. Même tes propres enfants, on ne peut pas les épouser. Ce sont des enfants de voleurs. Ils ont le sang de voleurs. Il y a ce qu'on appelle la sanction sociale. Avant de parler de la sanction pénale. Mais nous, les gens sont des voleurs et c'est la faute aux journalistes. De telles personnes ne doivent pas parler. Ils viennent parler, dire, mais tu as volé l'argent, tu n'es pas dans qui, en tant que qui. Mais s'il n'a pas été condamné, comment vous allez faire? Non, comment il y a un problème. Oui. Notre justice est malade. Parce que la société est malade. S'il n'y a pas de justice sérieuse, il n'y a pas de société. Il y a un cancer, je ne peux pas parler de la corruption, il y a un cancer dans la magistrature. Il faudrait que les journalistes fassent un travail sérieux. Il n'y a que les journalistes et les intellectuels qui peuvent dénoncer ce cancer-là. Mais quand on est tous complices, les voleurs et les bandits passent dans des médias et on essaie de les blanchir. Imaginez-vous aujourd'hui, tous ces gens qui volent. Vous avez des preuves, vous avez fait des investigations, des enquêtes. Vous sortez un dossier à la télévision ici. Qui va les respecter? Mais après, vous savez... C'est ce qu'on appelle la sanction sociale. C'est un voleur, on ne peut même pas les saluer. Je n'ai pas de sanction sociale. Il faut jeter ce sont des voleurs. Non, il y a des sanctions sociales. Parce que, regarde, il faut que je sois un peu très pratique. Tous ces voleurs, quand ils viennent dans le deuil, tout le monde est debout. Mais au village, quand je prends, pour être pratique aussi, chez Matayav, qui est l'empereur Lunda, qu'on sache que quelqu'un a volé. Et Matayav est assis, qui garde les valeurs de la société de l'empire Lunda. Est-ce qu'il va mettre les voleurs à côté? Tous les gens disent non, pas celui-là. Et parce que pour vous, l'appel à la mobilisation ne devait pas être confondu à une sorte de, on va dire, mangeoire ou permission à la bêtise ou permission à tout ça. Mais, vous savez, il y a un problème de crédibilité. On a fait, le président parlait à mobiliser le peuple. Pour être pratique. Ceux qui ont été mobilisés par Mosé Kabila, les deux autres, je pense, étaient encore trop jeunes. Moi, j'étais au potentiel, on a suivi toute la situation. Mais l'histoire, on n'est pas jeune dans l'histoire, on lit. Oui, heureusement que tu lis. Ouais. Donc,
c'est la population qui s'est prise en charge. Toutes les élites attendaient que Moussa Kabila tombe pour que nos amis occidentaux les récupèrent, les donnent du travail. Moi, je n'ai pas confiance. Le président a fait l'appel au peuple. C'est au peuple congolais de se prendre en charge. Mais le même peuple qui était descendu, cher DG, le peuple était descendu à Goma, Oui. prêt à rentrer à la frontière. Il y a eu même des balles, quelqu'un est décédé pour ça. Oui. Mais c'est encore les mêmes politiciens qui ont demandé au peuple d'arrêter. À un moment donné, le peuple va plus vite et vous l'arrêtez, il va plus vite. Le peuple n'est pas là. Alors, Il faut canaliser. oui. Quand on demande à ce que le peuple se prenne en charge, il faut canaliser. C'est là où on doit parler de cette mobilisation. Il faut une organisation, des cellules. Et puis, il faut voir les choses entre court terme, moyen terme et long terme. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens quand la personne n'a pas l'information. Donc, la personne à faire, c'est donner l'information au peuple. Ah, vous dites information. La vraie. Donc, il faut utiliser les outils. Les outils de l'information. Mais est-ce que vous pensez que la communication va aujourd'hui? Ça ne marche Est-ce pas. que nous avons une communication de crise en ce moment? J'ai dit que ça ne marche pas. Parce que si la communication marchait, aujourd'hui, il n'y aurait pas de tous ces médiocres qui viennent remettre en cause la mobilisation que le président vient de faire. Vous avez été, excusez-moi de le dire, vous avez été DG de la RTNC. Vous ne nous avez pas appris les villes du Congo, vous ne nous avez pas appris les villages du Congo, vous ne nous avez pas appris, vous n'avez pas laissé ça passer à l'antenne alors qu'on aurait bien voulu voir ça lorsque vous étiez DG. Je pense que je n'aime pas parler, mais quand je parle au peuple, il faut expliquer. Oui. J'ai été DG pendant 6 mois. Oui. Il dit pendant 6 mois. Dans les calculs des autres, de ceux qui contrôlaient les médias, ne devraient pas être DG. L'histoire a fait que le DG Kabila est décédé, automatiquement, il devient DG. Et quand je suis devenu DG de la RTNC, on a monté des syndicats contre moi. Pourquoi? Personne ne me contrôlait. Ok. Parce que si vous voulez contrôler l'esprit, l'opinion, il faut contrôler les médias. C'est une guerre de couloir en quelque sorte. Mais je n'aime pas beaucoup parler parce que faut quand même, quand on est responsable, ne pas entrer en détail. Il y a le droit de réserve. Il faut quand même. Les 6 mois que j'ai passés, je pense que tout le monde a vu, a vécu. On a passé un colloque international, en direct. Oui, ça j'ai vu. T'as J'ai vu? suivi. Le monde entier a vu ce que les Congolais sont capables de faire. Washington, en Chine, dans des pays chinois, en Chine, quel pays encore, au Mexique, même l'Union africaine, tout le monde était fier du Congo. Parce que l'image qu'on donne à travers nos médias, nous sommes des peuples, des élites idiotes. Avoir un tel colloque en direct pendant 3 jours, ça m'a coûté cher. Parce que dans l'imaginaire des autres, il ne faut pas parler du panafricanisme. Et curieusement, les présidents qui étaient les présidents de l'Union africaine. C'est pour que vous compreniez pourquoi la communication du président au niveau de l'Union africaine a été une catastrophe. Mais ensuite, On a saboté. Et vous trouvez normal que le président fasse son premier discours quand il a accédé à la mandature de l'Union africaine. La RTNC était incapable de relayer en direct l'esprit du président. Il n'y a que des naïfs qui peuvent croire que c'est un problème technique. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas que les médias publics soient solides et efficaces. qui? On ne veut pas. Mais ceux qui sont contre nous, Mais ce n'est pas eux qui dirigent. Ils sont peut-être contre nous, mais ce n'est pas eux qui dirigent. mais- C'est nous qui dirigeons. vous comprenez? Le président dirige. Tu sais combien de gens luttent contre lui? Les Noirs congolais qui portent les habits des Occidentaux pour lutter contre le président. Ils sont nombreux. Vous avez été victime de tout ça? C'est parce qu'on ne veut pas que ces pays aient des élites. L'image qu'on donne. J'ai fait le tour du monde. J'étais en Corée du Sud. J'étais en Amérique. J'étais en Allemagne. J'étais en Thaïlande. J'étais au Canada. Il n'y a que l'Amérique du Sud, c'est pas parti. J'ai fait le tour de l'Afrique. L'image qu'on a du Congo sont des danseurs. On te pose la question, des buveurs. comment va Kofi Olomide? Et quand je prends parole, on dit, tu es Congolais? Ce n'est pas l'image qu'on a de chez vous. Voilà pourquoi on préfère garder tous nos médias dans la confusion. Voilà pourquoi on casse les universités.
C'est fait à dessein. Alors, la mobilisation dont vous parlez, Oui. elle devrait être comment? Le chef de l'État a lancé. Oui. Mais non, comment on fait? Comment l'élite se comporte? Comment le gouvernement se comporte pour mettre finalement en musique cette mobilisation? Faut-il mobiliser qui, pourquoi, quand et comment? Oui, il faut d'abord savoir pourquoi nos médias sont dans ces conditions. Mm. Vous savez, j'avais expliqué quelque part pourquoi il y a la guerre à l'Est, nos médias n'en parlent pas. En fait, ce qu'on appelle globaliste contrôle nos médias à travers les formations des ONG. Ça fait plus de 20 ans, les ONG vous forment. On renforce la capacité, on fait ceci, cela. Et on oriente la ligne éditoriale. Et vous allez voir la plupart des journalistes qui ont été formés, beaucoup ne parlent pas des investigations. Or, normalement, quand on est un véritable journaliste, la première chose à voir, pourquoi cette guerre perdure? Il faut qu'il y ait des livres, les gens doivent écrire, il y en a qui écrivent, mais qui n'ont pas assez de moyens pour publier, parce que tu peux t'imaginer un pays comme le nôtre, il n'y a même pas une maison d'édition. Même pas une maison d'édition Oui, nationale. parce que Mediaspol n'est pas une maison d'édition en tout cas, ça c'est sûr. Hein? Je dis national public. Il y en a Vous n'avez même pas. Vos idées vont circuler comment? On s'embrouille trop. On a mis des gens pour nous embrouiller. Donc le discours du chef, il faut que tout le monde retienne. C'est l'histoire qui va parler. Nous ratons cette occasion. Le Congo disparaît. Il faut très vite que les intellectuels qui sont conscients, que les journalistes qui sont patriotes se prennent en charge. Ce n'est pas au président de venir vous dire, vous êtes privé, faites ça. C'est par rapport à votre conscience, par rapport à votre background, que vous pouvez monter une petite unité pour parler de ce que ce président a dit. Ça c'est vrai, mais on ne se bat pour ça. Mais tout ça c'est bien, mais il faut aussi qu'au niveau politique, qu'il y ait un accompagnement. En faisant quoi exactement, DG? Les gens veulent savoir. Première chose, oui. il faut former les gens. Parce qu'il faut construire un discours, construire un narratif qui doit être accepté par tout le monde. Deuxième chose, ils veulent vous parler ici, il faut donner l'information. Tous les gens, on doit savoir ce qui se passe à l'Est. On a quel niveau, sur le plan international, qui sont pour nous, qui sont contre nous. Et troisième chose, il faut l'argent. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il y a toujours des gens qui volent des millions. Mais on n'a pas de médias forts. Et ces voleurs-là, ils partent à la justice, ils sont libérés. Qu'est-ce que vous voulez? On se taise? Notre société est en crise. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est voleur n'a ni la sanction sociale, Ni la sanction pénale. Mais pénale. Ça signifie la sanction sociale. Si tu es un voleur, moi je ne te salue pas. Quand tu sentiras que M. Bossembe ne me salue pas, l'autre, tu commences à te comporter correctement. C'est ce qu'on appelle la sanction sociale. La sanction pénale, tous les voleurs doivent être en prison parce que c'est le bien public. Et qui restitue l'argent de l'État. Et puis, il va me restituer. Il faut aussi que la presse réclame. Parce que c'est le bien public, ce n'est pas les histoires d'un individu. On est tous complices. Mais nous sommes une société en crise. Il faut que les intellectuels se ressaisissent. Très bien. Et c'est là où j'ai dit, si on veut une bonne mobilisation, il faut l'information, il faut la formation, il faut l'organisation, il faut construire un narratif et il faut l'argent. Sans ça, ce sera difficile. Mais je pense que nous sommes dans un tournant historique. L'histoire nous montre que notre peuple s'est toujours pris en charge, malgré toutes les menaces, malgré la force de ceux qui pensent qu'ils peuvent nous garder comme esclaves. Le peuple congolais est toujours debout. Alors, il a toujours gagné. On va rentrer dans le vif maintenant. Vous avez entendu et suivi, il y a une vidéo qui circule, c'est la vidéo de Laurent Désiré Kabila. J'ignore le jour où il a fait cette vidéo, mais en tout cas, c'était à l'aéroport. Il devait prendre son avion et il a dit aux gens que nous sommes arrivés à l'heure où il faut que tout le monde se prenne en charge. Il faut utiliser les machettes, les bâtons, tous les instruments qui peuvent nous aider à ne pas finir comme des esclaves de ce petit outil, et ce sont ses propos, de ce petit outil de Kagame. Est-ce que Laurent Désiré Kabila se rendait-il compte à la fin qu'il avait fait un très mauvais choix d'être porté par ceux qui avaient envie tout simplement de nous prendre la terre, de nous prendre nos terres, à la limite? Non, je pense qu'il y a une certaine manipulation. Toi, tu es, je pense que tu es Mongo. Si tu es Mongo, le problème est où? Je suis fier d'être Mongo. Ah, c'est l'utilisation de ça
par l'Occident. Tu sais que je viens de dire la fois dernière, l'Occident aujourd'hui, surtout les Américains, quand il y a un génocide, ils portent une certaine responsabilité. Ils sont coupables, ils ont la culpabilité. Parce qu'ils étaient capables d'arrêter ce génocide. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé jusqu'à ce que les Rwandais entre eux soient entretués. Et puis, il n'y a pas seulement que les Tutsis qu'on a tués. C'est ça qu'il faut éviter avec cette dimension, je dirais, un peu politique. Il y a eu beaucoup de Hutus aussi qui ont été tués par les Tutsis. Et les Tutsis même qui défendaient les Hutus ont été tués. Exactement. Mais comme l'Occident porte une responsabilité, parce que ce qui était intéressant, c'est comment écarter les Français en Afrique centrale. C'était ça l'enjeu. Et ce qui est intéressant, c'est comment mettre la main sur les richesses du Congo pour éviter à ce que la Chine y arrive. Et pourquoi quand on parle de Tutsis, ils se sentent frustrés? Quand on dit Tutsis, pourquoi il y en a ici au Congo qui pensent qu'on les insulte? Non, je pense qu'il y a toute une manipulation sur le plan international. Il y a ces gens qui veulent faire croire que le génocide Tutsi est comparable au génocide des Juifs. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas le même chiffre, c'est pas le même contexte. Et je peux vous rassurer que jusqu'à présent, le génocide Tutsi n'est pas reconnu en Amérique. On n'en parle pas en Amérique. Mais vous, et vous allez voir ce discours en Occident. Et Kagame a pris ça comme fond de commerce. Ah, on va le tuer. On va tuer qui? Il y a eu un problème entre Hutus et Tutsis au Rwanda. Et c'est pas la première fois. Ce peuple s'entretue. Il se tue avec des machettes. Bien sûr. Il n'y a pas seulement au Rwanda, il y a aussi au Burundi. Les Tutsis ont décimé des Hutus. Je pense que... mais est-ce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire? Parce que vous vous intéressez à cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir l'histoire? Parce qu'on a l'impression de vivre une injustice historique. Au fait que nous, par exemple, le Congo, nous ne savons même pas combien nous avons déjà perdu des gens. On ne sait pas exactement. On parle de 10 millions de morts. Après, on va parler des 6 millions de morts. Puis, on parle des 7 millions de morts. Est-ce que nous avons déjà construit un narratif pour prévaloir notre propre génocide? Non, tu vois, c'est très, très difficile parce que ces génocides congolais, ceux qui sont responsables, ce n'est pas Kagame. C'est l'Occident, le capitalisme occidental. Quand vous faites une étude comparative à fait de ce qui s'est passé lors du caoutchouc rouge avec Léopold II, quand Léopold II a commis le génocide sur les Congolais avec 10 millions de morts, au lieu de les mettre en prison, de les condamner, on a identifié Léopold II comme responsable, mais ce qui était derrière, c'était le capitalisme prédateur. Parce que tout ce qu'on faisait comme caoutchouc, ça partait où? En Occident, pour faire des pneus. Mais là, on avait identifié les responsables. C'était Léopold II. Actuellement, on ne s'est pas identifié. Ce n'est pas Kagame, c'est un multinational. Mais maintenant, c'est un multinational, comme ils sont responsables, c'est qu'ils font par tous les moyens pour qu'on ne puisse pas les condamner. Mais ça ne vous empêche pas d'écrire, au moins pour la postérité. Les rapports de France n'iront pas changer. J'ai dit que les Congolais ont beaucoup écrit. Beaucoup. J'ai dit malheureusement, chez nous, on n'écrit pas. Allez chez l'Harmattan. Vous savez, on reconnaît la force d'un peuple par sa culture. Oui. Le Congo est très puissant. Et tout le monde le sait. Si vous prenez, je prends Kagame, pardon, le Rwanda et le Congo, il n'y a pas match. Il y a beaucoup de publications dans ces pays. Et vous êtes libre, tu parles ici, personne ne t'agresse. Oui. Mais va à Kigali. Un peuple... Mais les faits ne parlent pas en notre avantage. Je dis ceci. Nous, au Congo, la liberté d'expression, on en a. Le pluralisme du parti politique, nous l'avons. Exact. La démocratie, on s'essaie dans ça. Et la liberté des médias et de la presse, on essaye. Ouais. Mais bizarrement, Human Rights Watch, tout ça, quand il fait de leurs rapports, c'est le Congo qu'on attaque. Mais jamais, quand Jeune Afrique écrit, c'est jamais le Rwanda, c'est jamais Brazza, c'est jamais les pays voisins, c'est toujours le Congo. Vous devez comprendre. Pourquoi on intéresse ces gens? C'est parce que d'abord, nous sommes en face du capitalisme occidental prédateur. Ce capitalisme aujourd'hui est, comment dirais-je, symbolisé par les globalismes, ou bien les mondialismes, ou bien les mondialistes, les globalistes. Parmi lesquels vous avez les Soros, il y en a beaucoup qui font les trucs.
Et je recommande à beaucoup de Congolais de lire les livres sur Soros, les réseaux Soros et l'Afrique. On a démontré la relation entre les médias, surtout les radios communautaires et autres, les ONG internationales, les lanceurs de l'arrête, et ce que vous appelez ici Filimbi, tout ça. Les mouvements citoyens. On sait tous que... Il y a toute une certaine... Un réseau qui est mis en place. On sait tous il suffit qu'on dit à la population, on prend quelqu'un de Filimbi, fait déclaration chez telle radio communautaire, c'est repris, après vous voyez, non, c'est arrivé, après, tout est fait que... Ouais. Tout un scénario mis en place pour crédibiliser une thèse. C'est quand vous lisez les réseaux Soros en Afrique, vous allez comprendre les enjeux. Alors, voilà pourquoi notre voix ne porte pas. Ce que je dis la fois dernière ici, il faut aller en Amérique, faire du travail. Notre drame, ça c'est lié à la colonisation. On a été colonisé dans un système paternaliste. On attend qu'on fasse tout pour nous. Ouais. Voilà pourquoi on se plaint. L'infantilisation. Oui, l'infantilisation. Oui, tu vois. Voilà pourquoi on est... Donc, c'est comme si on attend, on est gentil et on va nous sauver. Non, le monde est très violent. Tout est question de rapport de force. De force, mais vous attendez tout. Comme vous le dites tout à l'heure, nous respectons la loi, on respecte les droits internationaux, mais les autres ne respectent pas les droits internationaux. Et eux, ils passent à il faut les respecter parce que c'est à long terme qu'on gagne. Oui. Il y a un adage, un proverbe rwandais qui dit « La vérité peut traverser le feu sans se brûler. Quel que soit le temps, la vérité gagnera toujours. Donc il faut toutefois, quand on fait une lutte, qu'on respecte les normes. On ne veut pas faire comme les Rwandais. À long terme, nous allons gagner. Et nous allons gagner. Mais pourtant, le monde va dans le sens contraire, malheureusement. Non. Les États-Unis ne respectent aucune norme, mais ils demandent à la Russie de respecter toutes les normes. La Chine viole toutes les règles internationales, mais la Chine demande aux autres pays de le faire. Est-ce que le monde n'appartient pas finalement aux forts et qu'il ne faut pas se leurrer? Non, le monde appartient aux puissants. Ce sont des grandes puissances qui mettent en place certaines normes internationales. Oui. La MV fait ainsi. Mais comme nous ne sommes pas encore une puissance mondiale, devenons-le. Il faut le construire. Construisez-le. Commençons par respecter les normes. D'abord, nos normes en nous. Comment voulez-vous aller par l'extérieur quand vous avez une justice pourrie? Le président le dit. Il se plaint chaque jour ici. Et quand le président se plaint, on dit « Oh, mais il est impuissant ». Non, il dit au peuple, vous voyez votre justice. Cette justice, ce n'est pas pour le président. Donc, le problème, c'est notre élite. Je dis que notre élite est tellement médiocre, il ne comprend pas l'essence de l'histoire, l'essence des enjeux. Très bien. Ceux qui sont restés encore lucides, il faut qu'ils s'y mettent. Ça va coûter cher. Mais au bout du processus, ça finira par payer. Non, le Congo sera grand. Il y a des enfants qui nous suivent à la maison. Ils ont 15 ans, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans. Ils ont la soif de comprendre. Il y en a même qui commencent le journalisme maintenant. Ils veulent savoir exactement. Parce que, je me rappelle encore, je dois le dire, ceux qui sont nés en 1997, à Goma par exemple, ne comprennent pas pourquoi cette guerre ne finit pas. Nous avons changé 3 présidents, mais la situation reste la même. C'est la même chanson. On a eu l'AFDEL, puis on a eu le RCD, puis on a eu le CNDP, on a le M23-1, on a le M23-D, et à côté de cela, 140 groupes armés. Et j'ai envie de dire 145 territoires à côté. Mais à un moment donné, je me pose la question, quels sont les enjeux de ce coin-là finalement? Je vais prendre 3 hypothèses. Allez-y. La première hypothèse a été avancée par Banza Malale, le professeur. Il a fait une thèse sur les enjeux juridiques des crises à répétition dans notre pays, des origines à nos jours. Il a pris la période de 1860 à 2006. Banza est arrivé, le prof Banza Malale, est arrivé à une conclusion. Il dit, ce que nous connaissons ici comme crise ont leurs origines dans ce que le pôle 2, l'État indépendant du Congo, avait pris comme engagement auprès des multinationales anglo-saxonnes. Ça signifie quoi? Quand le pôle 2 a été, on lui a confié la gestion du Congo,
après avoir fait des monopoles, il a aussi intéressé les multinationales pour construire les chemins de fer de Banguela, les chemins de fer de l'Est. Là, ce sont des multinationales anglo-saxonnes et d'autres sociétés qui ont contribué. Mais il a signé des contrats de concession de 99 ans. Attendez, près d'un siècle. Près d'un siècle. Ça, c'est l'État indépendant du Congo sous Léopold II. C'était quand? 1901. Ah, donc ça allait s'arrêter en 2000... 1990. 1990. Non, je ne suis pas très fort en calcul. 1990. Donc, Mbaz démontre que c'est de 1990 à 2011 que ces contrats de concession devraient prendre fin. Non, ont pris déjà fin. Et c'est pendant cette période qu'il y a eu instabilité, qu'il y a des guerres. Banza démontre aussi qu'avec ces contrats qui sont arrivés à la fin, dans l'imaginaire de ceux qui étaient à Berlin, qui avaient signé avec Léopold II, il fallait reconduire ces contrats de concession. Voilà le problème. De renouveler encore. Renouveler. Or, nous sommes un État indépendant. Lumumba a refusé, on l'a assassiné. Mouzé a refusé, on l'a assassiné. Et aujourd'hui, Félix n'est pas d'accord à faire la même chose. Donc, ces gens qui étaient à Berlin, qui ont signé des contrats de concession de 9 ans, des contrats de concession qui sont arrivés à la fin entre 1990 et 2011, voudraient assez qu'on puisse reconduire. Mais comment on a trouvé une solution intermédiaire? Après le désordre, après la guerre des pillages, les capitalistes occidentaux ont compris que ce n'est pas bon, il y a un peu de morale. On a dit on va signer, on va faire le code minier. Le code minier de 2002. Ah, le code minier de 2002. C'était financé par la Banque mondiale avec le contrôle des multinationales minières occidentales. C'est pourquoi ils nous ont imposé la clause de stabilité. Effectivement. Et pendant 10 ans, de 2002 à 2010, on ne devrait pas revoir ce code. Ce qu'on appelle clause de stabilité. Et ça coïncide avec la période où Kabila était au pouvoir. 2011, élection. Et je vous donne un petit symbole. Quand Kabila s'est entêté, il a fait les élections, il était le seul président qui est venu à son investiture, c'était Mugabe. C'est Mugabe. Rejeté par tout le monde. Oui. Les journaux internationaux. Personne ne parlait. Décrit comme un dictateur. Donc, on ne veut pas reconnaître ça. Donc, l'enjeu, c'était quoi? Ce qui viendra après Kabila devrait revoir ce code. Et curieusement, de 2011-12 jusqu'à 2016-17, il y a eu un débat sur le nouveau code minier. Oui. La Banque mondiale a fait un rapport en 2015 pour remettre en cause ce code. Le Congo ne gagne rien. Le Congo est toujours perdant. Imaginez-vous, on produisait 1 million, donc à peu près 500 000 tonnes de cuivre du temps de Mobutu, de la Gécamine. Mais les billets du Congo étaient très forts. Oui, parce très fort. On a construit l'Ikimpushi, Kolosi, oui. tout le aujourd'hui, là, finalement. Donc, depuis 2011, on décide on produit 1 million de tonnes. Mais les billets de l'État, il n'y avait rien. La Banque mondiale a fait un travail, les ONG, tout le monde a participé, dit on doit revoir. Mais ce qui est curieux, quand on a revu le code minier, quand on l'a promulgué en 2018, je pense au mois de mars, ça coïncide, donc il y a la cause de stabilité. Du temps de Kabila, c'était 10 ans. Du temps de Félix Tshisekedi, c'est 5 ans. Cette cause de stabilité, c'est pour 5 ans et ça termine. On doit revoir le code minier, si on doit retoucher, en 2023. Et ça coïncide avec les élections. Mais c'est la date du mandat aussi. Oui. 5 ans, votre mandat, vous donc, c'est pour voir que ces gens ne font rien. Moi, je dis, nous sommes responsables parce que, généralement, quand on appelle les intellectuels pour faire des documents, l'Occident donne l'argent. Et comme on est naïf, on pense que cet argent... Mais parfois, vous envoyez qui, cher DG? Non. Vous envoyez parfois des affairistes pour parler des questions intellectuelles, des questions scientifiques. J'ai dit ceci. Quand une société ne marche pas, ceux qui se pensent être intellectuels doivent parler. Combien on parlait? Mais justement, c'est le problème. Mais est-ce que vous avez suivi lors des élections, lors de la campagne? Vous allez me dire si je me trompe. Moïse Katumbi, on va revenir ça après. avait promis déjà de changer le code minier. On va arriver à ça. Donc, quand je parle de ces exemples
de code minier pour savoir ce qui tire les ficelles derrière. Ce sont ces multinationales. Et là, ça devient intéressant quand tu parles de Moïse Katumbi et les autres Fayoulou. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Genève, quand on a pris toute l'opposition. Mais c'est encore Soros, hein. Ah. C'est encore Soros qui a... Et regardez, parce que... Qui a imaginé la lettre genre, si je renonce à ma signature, je vais être maudit et tout ça, tout ça. Mais c'est encore leur réseau. Non, là, c'est Soros. Tous les miniers, en commençant par Glencore. Et qui était le patron, qui était le coordonnateur? Alain Dos. Alors, c'était qui? Le président de la fondation Kofi Annan. Exact. Kofi Annan, c'est qui? Il était secrétaire général des Nations Unies. Globaliste, donc. Comment il est arrivé là-bas? Kofi Annan, en 2000, il a ouvert les Nations Unies aux multinationales pour signer un pacte social. Parce que généralement, on pense ici que l'ONU, c'est pour le peuple. Mais Kofi Annan a ouvert aux multinationales en signant des pactes sociaux avec les entreprises. Et quand il a terminé son mandat, Kofi Annan est parti à Davos, donc le temple du capitalisme, du mondialisme. Il était dans le conseil d'administration. Voilà pourquoi l'autre ici, Alain Dos, s'est retrouvé à la tête de la fondation Kofi Annan qui a organisé les assises de Genève. Donc vous montrez clairement l'intention de contrôler les mines du Congo et toutes les richesses du Congo. C'est très clair. Le problème est qu'il faut qu'on en parle d'abord ici chez nous. Il faut que ça s'informe. Dernièrement, je pense qu'il y a un article de Guardian à Londres qu'on a publié. Un homme d'affaires, je pense australien, est parti voir l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Il fallait financer sa campagne. Comme ça, quand Boris Johnson arrive au pouvoir, il va faire par tous les moyens pour que cet homme, donc l'homme d'affaires, ait l'accès au marché en utilisant, comment dirais-je, la position politique de Johnson, de Boris Johnson. Oui. Donc, c'est pour vous dire que les gens qui ont l'argent ici, ils vont aller en Europe, ils vont les hommes politiques, ils les financent. Et quand le Congo a des difficultés, ces hommes politiques vont dire aux Congolais, signez. Mais est-ce que vous vous rappelez aussi au Rwanda, où c'était clair, Soros a tenu la main de Katumbi en disant qu'il sera président. Il disait à Kagame lors d'une conférence, je sais pas si c'était une conférence. Moi, je pense que c'était bien clair sur la question. C'est normal. C'était bien clair. C'est normal. Et on voit les réseaux, les mouvements citoyens n'attaquent jamais Katumbi. Tu sais, c'est donc. Non, je pense que c'est normal. Cessez de pleurer. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Il faut nous organiser. Qui nous empêche? Nous devons nous organiser pour défendre nos intérêts. Oui. Être prêt à faire des sacrifices. Les drames, l'élite, la petite élite compradeur qu'on a ici aime la facilité. Oui. Passer du temps à prendre du vin. La loi du monde est forte. Ah oui, ils s'enivrent avec la champagne. Ils sont dans des belles voitures. Oui. Ça, ce n'est Ils pas aiment les filles blanches. Oui, ça, c'est pas une élite. Ça, ils aiment. Mais cette élite qui est encore consciente, qui a la confiance du peuple, doit s'organiser. Alors, donc, c'était la première hypothèse. Première hypothèse, celle des anciens. Soros et tout ça. Non, ceux qui avaient signé les accords avec Léopold II, l'État indépendant du Congo. On voulu renouveler autrement avec le code minier. Donc maintenant, ils jouent. Ils disent par exemple, parce que maintenant on vient de faire avec le président Tshisekedi, c'est 5 ans. Donc son mandat termine en 2023. En 2023, on va commencer à discuter sur la révision du code minier. Et ceux qui sont derrière les corps et les autres, c'est revenir aux concessions que le produit avait faites. Jusqu'aujourd'hui, ils pensent que vous partez au Bas-Congo là. Il y a des concessions où vous avez les populations dedans, mais ça appartient aux Belges. Bien sûr. Allez au Bas-Congo. Il y a même quelqu'un qui disait que le 80 millions de terres arables qu'on dit, ce n'est plus 80 millions. Il y a des concessions qui ont été cédées. On va arriver à ça. Maintenant, deuxième hypothèse. La première hypothèse, c'était l'aspect juridique. Maintenant, l'aspect technologique. La deuxième hypothèse est que ça, c'est Bertrand Apolli Kameni. C'est un Camerounais. Il avait fait une thèse sur les minéraux stratégiques africains. Non, minéraux stratégiques en genre africain. Et dans sa thèse, Kameni démontre une corrélation entre la guerre de l'AFDEL, la guerre de RCD, la guerre d'Nkunda, M23, M23, avec la demande de certains minéraux
stratégique sur le plan international. Il prend l'exemple de la guerre Lafdel. 97. 97. Il parle de germanium. Il y avait une forte demande de germanium sur le plan international. Il fallait fournir. Donc, quand le monde avait besoin du germanium, Oui. on a créé l'AFDEL. L'AFDEL. Pour puiser les germaniums chez nous. Ok, ça c'est L'AFDEL. l'AFDEL. La guerre de RCD. RCD. L'AFDEL se transforme finalement En RCD. en RCD. C'était pour... il y avait une forte demande De Total. de Tental. Total. Oui. Ouais. Après RCD, il y a la guerre de Nkunda de 2004. CNDP. CNDP, Oui. jusqu'à 2009. Là, c'était pour l'État. Donc, ce qu'on appelle Le monde avait besoin de l'État. satellite. Ouais. Je pense que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est la dimension liée à la technologie. Donc, les liens entre la guerre et les minéraux stratégiques. Okay. Troisième thèse, troisième hypothèse, c'est celle des terres arables. Mais avant d'aller aux terres arabes, rappelons aussi que tous les 140 groupes armés, Ouais. l'humanité tout entière n'a jamais sorti des rapports pour dire où est-ce qu'ils s'approvisionnent en armes, qui les soigne quand ils sont malades. Ça, on ne nous dit jamais et on ne nous dit pas combien d'avions atterrissent dans le territoire là-bas sans l'aval de l'aviation civile et emportent avec eux l'or, le cobalt, le coltan, ainsi de suite. Donc, Non, le problème, c'est, tu vois, ces rapports sortent. Un rapport mapping est sorti, on l'a mis dans les tiroirs, beaucoup de rapports. Que font les Congolais? Que font les élites congolaises? Les élites congolaises sont complices. On devait, tu sais, si on sent qu'à l'intérieur, il y a un mouvement qui s'organise, comme les amis de Goma, de Boubé, de Boutembo, qui sont dans la rue, les autres comprennent les rapports de force. Le peuple proteste, les élites, en canalisant, c'est pour les affaires. C'est pas ces élites travaillent pour les intérêts étrangers. Voilà le drame du Congo. Donc, il faut quand même une certaine élite prenne conscience pour être proche du peuple. Très bien. Troisième hypothèse, c'est celle de l'accaparement des terres. Il y a Bouchalimwe, je préfère lire un peu. Il y a Stanislas Bouchalimwe, c'est un Congolais de Massissi. Il a publié un livre sur l'accumulation par dépossession en territoire de Massissi. Il y a un autre rapport fait par ERAC, donc c'est l'Union européenne, décembre 2017. Terre, développement et conflits dans la région des Grands Lacs. Une question. Pourquoi on ne parle pas de Mbandaka? Pourquoi on ne parle pas du Kassai? Pourquoi on le fait seulement à l'est du Congo? Et je m'interroge, est-ce que nous savons qu'est-ce que sont devenues toutes les terres arabes? Parce que l'Est est très riche. Ces terres sont très riches. Qui les contrôle? Si Kagame va signer des accords avec Brazzaville pour acheter des terres, qu'est-ce qui prouve que les terres du Congo sont contrôlées par le Congolais? Mais il peut y avoir des prêtres, non. Il peut peut-être pas être lui seul, mais il peut avoir. Donc c'est là où l'histoire devient très intéressante. Quand il y a la colonisation, ceux qui ont fait la colonisation, ce ne sont pas des États. Ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ont créé des comptoirs et après, les États les ont défendus. Actuellement, on est en train d'acheter des terres. C'est dans la prévision de révision des frontières du Congo, pardon, de l'Afrique de manière générale. Il y a des débats. On voudrait, l'Occident, les multinationales veulent revoir les frontières de l'Afrique. Ce n'est pas par hasard qu'il y a un débat sur les terres arabes. Parce que ceux qui achètent ces terres arabes ne sont pas les Africains. Mais dans ce cas, il y a eu un débat très dangereux au Sénat congolais. Un débat très dangereux, celui d'octroyer des concessions aux... Ils ont appelé ça aux investisseurs. Et vous allez voir des investisseurs qui achetaient pas que des hectares, mais je crois des kilomètres et des kilomètres. Mais le problème... Ils disaient qu'ils veulent faire des fermes, ils veulent faire et tout ça. Ces débats, l'agriculture et tout. Maintenant, c'est le travail des intellectuels. La plupart des politiciens, dès qu'on donne de l'argent, ils le prennent dans les poches et touchent les commissions. Donc, on dit, bah, signer, battre la terre. Donc, tu vois, si tu es un villageois, tu ne peux pas vendre ta terre. Tu dis, quand je vais mourir, on va m'enterrer où? Mais quelqu'un qui est au bureau ici, qui passe, je dirais, un peu inconscient. Ils s'en foutent. Il signe. Mais il ne connaît pas les conséquences. Voilà maintenant que les populations résistent. Quand on ne veut pas de maïmaï, là, les gens se battent pour leur terre.
J'ai suivi Moami Kabare un jour sur le digital. Il dit, nous connaissons les Rwandais, nous savons comment nous battons. Ces gens, les fils de son contrée ou bien de son village ou bien de son royaume, savent comment défendre leur terre. Hein. Et ils le font bien. Ah, ils le font très bien. Ils le font très bien. Donc, il y a un certain décalage entre l'élite politique qui est dans des bureaux et le peuple. Et le peuple. Donc, le travail que Fachi fait, Félix Tshisekedi fait, il faut se connecter au peuple. Ce peuple-là qui défend sa terre, qui doit se prendre en charge. Alors, en lisant... Or, les élites qui sont complices l'attaquent. Tu viens de dire, ça fait plus de 23 ans, de 25 ans qu'on est en guerre. Est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi cette guerre? Le travail des élites, c'est expliquer à notre peuple. Voilà pourquoi on nous fait la guerre. Quand quelqu'un sait pourquoi on nous fait la guerre, il va se battre. Quand quelqu'un n'est pas informé, il ne se battra pas. Est-ce que vous pensez que le Rwanda développe des idées hégémoniques sur nos terres? Veulent-ils prendre nos terres, ou vous pensez que c'est juste une question de la sous-traitance? On se bat, on a un peu de moyens et vous récupérez les trucs. Ou vous pensez que c'est 50-50? Vous avez les coltans, nous gardons la terre. Vous avez les minerais, nous on garde la terre. C'est quoi les projets? Non, non. Le Rwanda, c'est un État négrier. Dans l'histoire de l'Afrique, quand il y a des grands royaumes, les Occidentaux passaient par où? Par des petits chefferies pour attaquer les royaumes. On donne des armes. C'est comme ça que beaucoup de royaumes africains se sont effondrés. J'ai essayé un peu de lire un travail sur l'Empire Lunda. Comment il y a eu à résister et à négocier entre les trois puissances. Parce que l'Empire Lunda est à Congo belge, ça sont des Belges. Vous avez une partie en Angola, ça c'est les Portugais. Vous avez une partie en Zambie, ça ce sont des Anglais. Or, quand vous demandez à la population Lunda, que ce soit de l'Angola, que ce soit de Kinshasa, pardon, de Congo, que ce soit après aussi de la population de Zambie, ils reconnaissent leur chef, c'est Matayav. Exact. Ils ignorent ses frontières. Donc, Kagame est dans ces jeux-là. Les Rwandais dans ces jeux-là. Mais vous savez l'histoire. Et ça va lui coûter cher. Et c'est dangereux. Pensez-vous que Kagame sortira par la petite porte? Non, je pense que l'histoire va le condamner. Tous les États qui ont trahi l'Afrique terminent toujours très mal. Très mal. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont conscients. Quand tu regardes, je dis l'exemple de l'Angola, vous partez en Angola, vous avez des hommes qui vous parlent de l'histoire. Tu viens chez nous ici. Combien connaissent l'histoire de ces pays, de 60 à ces jours? Combien lisent? Combien écrivent? Ils ignorent. Mais ils sortent pour vous dire, non, je suis politicien. Tu fais la politique pourquoi? Pour manger. Donc, ça, la difficulté chez nous. Nous avons des gens qui se disent politiciens qui sont fabriqués par le monde occidental. Ils vous disent, non, moi j'ai les soutiens en Amérique, j'ai les soutiens à Bruxelles, j'ai les soutiens à Moscou. Très bien. Mais alors, on va terminer cet entretien. Mais avant de terminer, prenons le dernier sujet. On va dire la perspective. Comment nous voyons l'avenir? Parce qu'après, c'est bien beau de dire aux gens qui n'ont pas fait leur boulot, c'est bien beau de le dire, mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes maintenant? Puisqu'il y a des questions qu'on se pose, le monde est en train de se recomposer, le monde est en train de se redessiner. Il y a en Angleterre un nouveau roi, qui n'est pas sa mère, qui a une autre manière à lui de voir les choses, qui veut changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous avons comme lien avec eux? Il y a la Russie maintenant. Vous avez entendu vous-même le ministre de la Communication dire que le Rwanda c'était comme la Russie. À un moment donné, on se dit, mais pourquoi sommes-nous obligés d'aller jusque-là? Il y a la Chine de l'autre côté, les États-Unis, une nouvelle classe politique qui est en train d'être mise en place. Quel est le rôle du Congo dans tout ça? Qu'est-ce que nous voyons? Comment est-ce que nous voulons être demain? Moi, je parlerai de la Renaissance africaine. Oui. Nous sommes dans une période difficile où toutes les civilisations se préparent à cette grande mutation après 5 siècles de domination occidentale. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de faire leur renaissance. Et cette renaissance chinoise, au niveau de chinoise, c'est basé sur la culture et l'histoire chinoise. Quand vous entendez le président Xi Jinping parler,
il parle de valeurs chinoises, mais des valeurs qui sont ouvertes sur le monde. Vous entendez Biden, il vous parle des valeurs démocratiques, des valeurs occidentales. Des valeurs de Liberté, tout ça. Quand vous entendez Macron, les Indiens, non, Macron, ça c'est l'Europe, là c'est la même chose avec l'Occident, c'est l'Occident. Vous entendez les Indiens, ils n'ont pas les mêmes discours. Chaque civilisation se base sur ces valeurs fondamentales, ces valeurs ancestrales. Et quand on revient en Afrique, et là je parle un peu du Congo, nous devons penser à construire un État pivot, un État phare, basé sur certaines valeurs africaines et certaines valeurs de l'Afrique centrale. Parce que le Congo, c'est le centre, c'est le cœur. Il faut un État qui ne pourra pas beaucoup plus tenir compte des frontières, parce que les frontières sont tracées par la colonisation, et qu'on parle beaucoup plus des aires de civilisation. Et dans ces aires de civilisation, il faut un pouvoir solide à Kinshasa. Et quand vous avez un pouvoir solide à Kinshasa, on est avec l'Angola, les Cameroun, vous avez Brazzaville, tous ces pays, on a presque la même culture. Donc c'est le travail des intellectuels. La production a été faite. Kamana a beaucoup travaillé. Vous demanderez à tous ces politiciens combien ont lu la philosophie de Kamana. Ils lisent pas, hein, ils connaissent pas. Il y a d'autres qui connaissent même pas Kamana. Donc nous sommes dans cette transition où nous devons faire la Renaissance congolaise qui doit être intégrée dans la Renaissance africaine. C'est la seule issue. Et les vieux Obenga, le Théophile, parle des États-Unis d'Afrique. On ne peut pas comprendre. Toi, tu as un petit pays de 500 000 personnes. Tu te trouves devant le président chinois, Xi Jinping. Tu te dis président. C'est même pas un village chinois. Tu pars en Amérique, l'autre ici, Biden, à peu près 400 millions d'habitants. Ouais, 400 millions d'habitants, c'est quand Quand même. tu viens avec 1 million, tu dis je suis président, mais ça fait honte, ça fait rire. Donc, la chance de la sortie de l'Afrique, ça sera dans le cadre des États-Unis d'Afrique basé sur l'essence africaine. Mais là, il faudrait qu'il y ait des États phares. En Afrique centrale, nous avons le Congo. En Afrique, donc le Congo et l'Angola, parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Vous partez en Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria, qui peut être avec la Côte d'Ivoire. Vous partez en Afrique du Nord, vous avez le Maroc. Vous avez quel pays ici? L'Égypte. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Kenya et l'Éthiopie. Vous partez en Afrique du Sud, en Afrique australe, vous avez l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on peut appeler les États phares. Si le bas des États phares, on peut construire une Afrique puissante. Parce que le monde de demain, c'est le monde des civilisations. Et vous pensez que c'est possible? Oui. Comment? Pensez-vous que c'est possible? Vous savez, durant la colonisation, il y avait des gens qui pensaient que les Belges n'allaient pas quitter le Congo. Ils sont plus puissants, ils sont toujours là. En 60, les Belges ont fui. Tout est possible quand on croit. Le drame est que nous avons des doutes. Personne n'y croit en lui-même. Comment tu vas aller plus loin? Et comment voyez-vous le docteur Mukwege? Pensez-vous que c'est un candidat crédible? On le présente aujourd'hui comme candidat président de la République. Non, moi, je pense qu'il faut être libre. C'est la liberté. Chaque Congolais a le pouvoir de poser sa candidature. Hein? C'est au peuple de décider. Voilà pourquoi, s'il y a élection prochainement, il faut qu'il y ait une transparence. Le peuple sait s'identifier à ses élites. Les grandes capitales aussi ont un œil sur vous. J'ai dit qui vous ceci. regardent. Qui a imposé Lumumba? On a monté tous les coups. Lumumba était Premier ministre jusqu'à l'assassiner. Vous savez, le peuple a toujours le bon sens. Hein. Même si beaucoup n'ont pas été à l'école des Blancs, ils ont été à l'école africaine. Hein. Si Lumumba a réussi, c'est parce qu'il a été initié au village, le sens de l'honneur, le sens du pouvoir. On n'a pas le pouvoir pour s'enrichir, on a le pouvoir pour servir les villages, les peuples. Lumumba a grandi dans ça. Alors, déjà, on a fini notre émission. Terminons. Le président dit clairement que la solution viendra du Congo. Cette solution viendra du peuple congolais. Quel est le sens que vous donnez à cette phrase? On termine par là. Oui, s'organiser. Il faut que les élites, parce que la masse aspire au changement, aspire à la liberté. Mais il faut maintenant qu'il y ait des élites qui doivent orienter
les aspirations de la masse. Le problème du Congo est que les élites ne savent pas orienter les aspirations de masse. Parce que ces élites formant à l'école occidentale répondent à leurs patrons. Vous verrez quand vous êtes avec tel président, vous dites non, maintenant, je suis avec tel président étranger, mais ce n'est pas pour les intérêts du Congo. Nous devons changer la logique. Donc, je pense que le président a compris l'essence de l'histoire. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas, le président avait fréquenté beaucoup de panafricanistes. Beaucoup. Quand il était dans l'opposition, il discutait chaque soir. Donc, c'est un panafricain. Voilà, quelquefois, quand il regarde le cas du Rwanda, il est étonné. Aujourd'hui, le peuple rwandais souffre beaucoup. Il faut se méfier de ce que vous voyez à la télévision là. Les discours, les Rwandais, les Singapour, c'est des histoires. Mais il faut peut-être penser à libérer le peuple rwandais de son oppression interne. Non, il faut que le peuple rwandais se libère lui-même. Parce que Kagame tue le peuple rwandais. Vous irez à Kigali aujourd'hui, vous n'avez aucun intellectuel. Aucun. Vous n'avez pas de journalistes. Vous n'avez pas d'écrivains. Or, on reconnaît la force d'un peuple par la culture. Kagame tue la culture rwandaise. Et quand un peuple n'a pas de culture, il devient un peuple barbare. Et c'est dangereux. Et tout ce qu'on voit dans leur télévision, c'est des caisses de résonance. C'est une caisse de résonance. C'est la propagande. Je te prends encore un exemple. Il y a eu un temps là, on parlait de la Tunisie. C'est un pays émergent. Les gens ont écrit des livres, la télévision française. Tunisie, pays émergent. Moi, j'ai couvert les dernières élections de Ben Ali. J'étais à Tunis. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu un jeune garçon qui avait terminé ses études supérieures, qui vient me parler. Il me dit, ici, ça ne marche pas. Alors que dans des pays occidentaux, on disait que la Tunisie est émergente. Il faut se méfier. De ce qu'on apprend à la télévision. Non. Mais surtout, quand on commence à vous donner à vous jeter des éloges, ça signifie que vous avez trahi l'Afrique. Tu comprends? Kagame a trahi l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent que Kagame est meilleur, ce ne sont pas les Africains. Ce sont les Occidentaux qui ont monté une communication. Mais quand vous partez au Rwanda, le peuple est malheureux. Les gens ne parlent pas. Vous trouvez normal un gars, d'ailleurs qui est aussi, qui était un musicien. Le gars est mort en prison. En prison, je crois qu'il s'appelait qui encore? J'oublie le nom. Tu peux t'imaginer? Kizito, quelque chose comme ça. Oui. Vous pouvez vous imaginer, quelqu'un qui a fait des films sur le Rwanda. Hôtel Rwanda. Hôtel Rwanda. Oui. Il est en prison. Donc, on tue la culture. On tue la culture. Je pense qu'il faudrait que les Africains se réveillent. Le monde de demain, c'est le monde de civilisation. Qui dit civilisation, dit culture. Nous, on n'en a pas. Tu pars en Chine, tu pars avec un Chinois. Là, c'est la culture chinoise. D'abord, il mange avec ses bâtons pour montrer. D'abord, sur le plan culturel. Sur le plan. Il te parle de Confucius. Ouais. Tu pars en Europe, on te parle de tous ces grands penseurs européens. On te parle de Robespierre, on te parle de Montesquieu et tous les autres. Et chez vous? On ne sait même pas parler des Amenga Batukizanga, on ne sait même pas. Hein. Et vous sortez, vous dites non, nous sommes des hommes. Non. Le moment est arrivé à ce que ceux qui sont encore conscients reprennent les choses en main. C'est une opportunité pour que le Congo s'en sorte, pour que l'Afrique se construise comme un États-Unis d'Afrique. On n'a pas d'autre choix. On ne le fait pas. Nous allons subir ce qu'on a subi en 1400, quand on a été en contact avec le monde occidental. On nous a fait esclaves. Comment est-ce qu'un peuple qui a été vendu? Jusqu'à aujourd'hui, le peuple n'est pas conscient. Combien? On parle de 200 millions de morts. Donc nous circulons là, on est normal. C'est quand tu pars en Amérique, tu parles avec un Nord-Américain, il est conscient. J'étais à New Orleans. J'arrive à New Orleans, je trouve, on est à l'hôtel, je vois, c'est en Louisiane, hein, on reste à Louisiane, je vois deux femmes avec quelque chose sur la poitrine ici, on a écrit Simba, du Simba et Samala. J'essaie un peu de m'informer. On me dit que la plupart de Noirs de ces contrées, de Louisiane, viennent du Congo, du Rhum Congo. Et si tu pars en Louisiane, tu vois nos frères. Et je m'intéresse encore, je vois Congo Square. Ça, on m'explique
Là où quand les esclaves souffraient, ils allaient chanter. Les jazz, ça vient d'où? Oui, ça vient de là. C'est des chants d'esclaves. Oui. Pour, Et je parle loin, je me forme encore, on me parle de prison Angola. Nous sommes en Amérique. Profitons de notre présence en Amérique pour nous libérer. Les Nord-Américains ont pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, vous avez Obama. Obama n'est pas arrivé au hasard. Il y a un travail qui a été fait. Nous, nous croisons les bras. On veut vous parler de développement. Ah, développement. On va vous parler d'émergence. Ah, émergence. Non. Nous sommes qui? Notre problème, c'est celui-là. Nous sommes encore jusqu'aujourd'hui des peuples aliénés. Donc, quittons l'aliénation. Merci beaucoup, cher DG. C'était un grand honneur. On a fait 68 minutes de débat. Et je crois qu'on va vous reprendre encore, puisque ces débats, par exemple, beaucoup de gens ont appelé et avaient besoin qu'on continue sur la même logique. Je crois qu'à un moment donné, on parlera sur le panafricanisme, sur la conscience africaine, parce que c'est très important d'en parler. Je pense que vous avez cité les cas de certains Noirs, mais il y a eu, je crois, il y a 4 ans ou 5 ans, une tendance des recherches des racines africaines. Et parmi les leaders, on a Michael Tyson, oui, qui est découvert congolais. Mais le problème, quand les Noirs américains apprennent qu'il y a encore le tribalisme en Afrique, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ça, c'est quoi ça? Lui, il dit, l'Afrique, c'est chez lui. Oui. Il vient ici, non, vous êtes Moulouba, Moukongo, tout ça. Il ne comprend pas. Et quand vous allez dans les tribus, ils sont des tribus de terre, tout ça. Ce qui fait qu'ils pleurent quand ils regardent l'Afrique. Donc, ils disent, l'Afrique, c'est notre miroir. Si l'Afrique noire fonctionne, on va nous respecter en Amérique. Très bien. Okay. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous avez suivi cette émission. Je pense que si vous avez des commentaires à faire et même de suggestions, n'hésitez pas de le faire. On reviendra avec le DG Freddy Mulumba. On reviendra avec lui. Je crois qu'on va organiser même des plateaux comme ça, des plateaux scientifiques, où l'on aura M. Mulumba, on aura un autre professeur pour discuter sur les grandes questions d'actualité, sur les grandes questions d'actualité des leurs, mais surtout de l'actualité, je veux dire mondiale, parce qu'il est important d'en parler. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.